Sensoscopie, le podcast de l'intelligence sensorielle. Quand on nage avec les requins, mieux vaut ne pas saigner. Des inspirations essentielles pour décoder nos ressentis, comprendre le monde, notre environnement, pour tous ceux qui cultivent l'art de percevoir et bien plus. Restez vivants dans un monde qui peut parfois sembler trop rapide, trop bruyant, trop violent, trop dispersé, insensé. Je suis Emmanuelle Motte, fœtus devenue grand-mère. J'ai souvent mouru et renaquis. J'ai d'abord été costumière pour tisser des fils et des liens avant de franchir la frontière de l'épiderme et découvrir le costume intérieur qui façonne nos rôles. Équipée de 30 ans d'exploration pratique de nos compétences comportementales, ma capacité à interroger le système sensoriel aide tous ceux qui bloquent dans des situations complexes. Merci d'avoir choisi l'audio pour vous extraire des écrans et favoriser une écoute intime et confidentielle. Dans ce deuxième épisode de Sensoscopie, je reçois Fanny Marais, dont le 3e livre est sorti mercredi 18 septembre, avec ce titre qui parle à nos sens, « Je ressens, donc je dis ». Fanny a également écrit « Femme à haut potentiel intellectuel et sensible et hypersensible ». C'est dire si nous sommes au cœur du sujet de l'intelligence sensorielle. Dans ce nouvel épisode, on découvre comment nos émotions, nos sensations et notre corps interagissent. Nous abordons aussi le lien instinctif profond et authentique que les animaux partagent avec nous. Nous évoquerons le syndrome d'activation mastocytaire, le SAM. Nous explorerons comment les personnes neuroatypiques perçoivent le monde différemment. Nous parlerons même IA, besoins fondamentaux et instinct de survie. Mais sans plus attendre, je laisse Fanny se présenter. Alors, je suis Fanny Marais. J'explore les émotions avec le prisme de la neuroatypie depuis quelques années dans ma seconde vie professionnelle, puisque j'ai eu une vie plus classique avant en entreprise en tant que salariée. Et depuis 6 ans, j'accompagne comme toi des personnes autour de cette notion d'intelligence émotionnelle, notamment dans le cadre de leur travail la plupart du temps. Formidable. Et donc je t'ai demandé d'amener une photo de toi quand tu avais 6, 7, 8 ans. Quel âge as-tu sur cette photo ? Alors j'ai toujours du mal à définir les âges chez les enfants et comme pour moi sur cette photo. Mais si je retrace l'historique, on est dans un chalet que j'ai quitté à mes 9 ans, donc je pense que j'ai 8 ans à peu près. Et donc je suis étalée par terre, on peut le dire, hein, avec mon chien de l'époque qui est un labrador qui s'appelait Clip, puisque c'était l'année des C. Et donc un peu bêtement à l'époque, c'était l'époque où il y avait des clips musicaux. Donc je pense que j'ai pensé à ça et j'avais proposé Clip à mes parents et mon frère. Moi je crois que c'était de concert qu'on avait choisi. Je nous revois dans la voiture à l'époque. Je pense qu'on avait choisi tous ensemble. Et donc ce grand labrador blanc qui était vraiment pour moi le début de l'amour animal, même si il était certainement déjà ancré en moi depuis des années, c'était la première fois où j'avais un animal avec mes parents et en famille. Et moi je suis dingue des animaux et donc c'était le début de cette relation très forte avec l'animal. Donc je suis allongée par terre avec lui sur son tapis et il a sa tête sur mes jambes et on s'endort à moitié tous les deux. J'adore cette idée d'amour animal parce que c'est vrai que j'avais jamais entendu cette définition. Tu l'as su quand ? C'est toi qui as voulu ce chien ou tu le pressentais ou comment c'est venu ? C'est une bonne question. Je pense que mon père était pareil, il adorait les animaux et ma mère aussi, mais de façon différente. C'est-à-dire que maman, je le découvre au fil des ans qu'elle a aimé les animaux. Mon père, c'était une évidence quand il avait le chien.
Et moi, c'était la première expérience. Mon frère aussi était très fan de lui, mais je crois que chez moi, c'est encore bien plus fort. Et aujourd'hui, c'est vraiment tous les animaux. C'est-à-dire que j'ai énormément de mal avec la souffrance animale. C'est quelque chose de compliqué. Le dernier épisode, ça me fait perdre la voix d'ailleurs d'en parler. Le dernier épisode en date, c'était cet été quand on m'a proposé de manger du crabe. De voir les crabes comme ça et de savoir ce qu'on allait leur faire. Ébouillantés dans la gamelle. Ouais. Et puis le regard en fait. Et c'est drôle parce que j'ai lu quelque chose là-dessus aussi il n'y a pas longtemps, parce que j'ai aussi récupéré un pigeon dans Paris l'autre jour qui paraît un peu incroyable apparemment parce qu'en effet les gens disent que c'est ça. Alors moi j'ai pas réfléchi une seconde parce que pour moi c'était pas possible de le voir avec la patte cassée comme ça, il n'arrivait plus à se lever. Puis je savais qu'il y avait un veto pas loin, donc je l'ai récupéré. Et en fait, le temps que je le tienne et que je l'emmène chez le veto, l'œil, la façon dont il me regardait, c'est incroyable. On dit souvent c'est l'âme des gens, des humains et des animaux. Et vraiment, on atteint vraiment le tréfonds de la personne et de l'animal. Donc pour moi, c'est puissant. Et c'est vrai qu'avoir un animal au quotidien, c'est très apaisant. C'est-à-dire la souffrance animale, ça va venir me faire souffrir à l'intérieur de moi. Et ça, c'est... Donc quand tu es enfant et que ce clip arrive et qui est sur la photo, tout de suite, il y a un changement. Ah ouais. C'est vraiment comme un bien-être en fait. Un bien-être pour moi, une présence rassurante, un amour inconditionnel, c'est souvent ce qu'on dit des animaux et notamment des chiens. Il y a quelque chose de l'ordre, de la sensorialité qui fait qu'on est complètement en lien avec l'animal. On ne fait qu'un en fait. C'est très puissant, je trouve, ce qui se passe avec les animaux et ce qu'on peut ressentir pour eux. Cette puissance et cette symbiose, c'est quelque chose que tu n'as pas ressenti avec les humains, c'est différent? C'est une bonne question. J'ai failli travailler avec la SPA. À un moment, j'avais beaucoup discuté avec son directeur général et en discutant avec lui, il me racontait que parfois, en fait, les gens qui travaillent pour le bien-être animal, c'est aussi parce que ils ont été en colère contre l'humain à un moment donné de leur vie. Alors, je trouve ça intéressant parce que ça veut dire qu'en effet, on ne ressent pas la même chose pour l'animal que pour l'être humain. Mais je trouve que les deux peuvent coexister, qu'on peut avoir autant d'amour pour l'humain que pour l'animal. En revanche, comme tu parles de la connexion, moi je pense qu'en effet elle est différente. Elle est sur un autre plan, c'est un peu quelque chose de l'ordre du spirituel avec l'animal. Alors, il peut y avoir de la spiritualité entre deux humains, c'est évident, mais il y a encore quelque chose d'autre qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a moins de psychologie. C'est pas je t'aime parce que tu représentes un critère de société. Je t'aime pour une douceur, c'est quelque chose qui est peut-être moins psychologique. Oui, et il n'y a pas de parole. Oui, il n'y a pas la parole. Il n'y a pas la parole. Et pourtant, il y a de l'expression, il y a de la compréhension. Exactement. Alors l'humain, souvent, il parle beaucoup à son animal, il lui raconte énormément de choses, il lui dit ce qu'il va faire et il lui dit quand il revient. Mais l'animal, il ne peut pas parler, même si c'est super intéressant de découvrir que le chat adapte son miaulement en fonction de l'humain pour essayer de lui faire comprendre des choses différentes. Il miaule pas de la même façon s'il a faim, s'il veut dire bonjour, s'il veut dire moi aussi je t'aime. Donc ça c'est intéressant parce qu'ils ont développé des choses pour nous, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de parole. Et donc c'est établir une relation sans parole. Donc enfant, tu apprends ça avec Clip. Ouais. Et tu passes beaucoup de temps avec lui, tu vas te balader avec lui, tu t'en occupes. On va dire que ça accompagne toute ton adolescence et ta jeunesse en fait. Oui, alors quelques années malheureusement, pas plus parce que c'était un chien d'élevage. Malheureusement pour les races, c'est ce qui se passe. C'est pour ça que maintenant moi j'adopte plus d'animal de race. Et donc à force de les croiser, notamment les labradors qui étaient très à la mode à l'époque, aujourd'hui ça va être le berger australien, ça va être le Shiba,
Et bien à l'époque, il l'avait fait un peu zinzin, notre clip, quoi, à force de le purifier, on va dire ça comme ça. Et donc, c'était un sauvage dans le sens où il fuguait en fait tout le temps. Donc on le retrouvait à Chamonix, à des kilomètres de chez nous, on le retrouvait dans des campings. C'était compliqué du coup à l'époque, surtout qu'il n'y avait pas de téléphone portable pour le retrouver. Et donc je pense que ma mère qui s'en occupait beaucoup en a eu un peu assez et on s'est dit qu'il était tellement vif qu'il fallait qu'il ait encore plus d'espace en fait. Donc on l'a fait adopter par un monsieur qui avait d'autres labradors avec qui du coup il a pu vraiment... profiter de sa folie et de son envie de liberté. Et donc tu es resté combien de temps avec lui? Je pense qu'on est resté, j'ai pas le souvenir exact, mais j'aurais dit 2 ans. Donc c'est pas énorme. Hein. Mais ça a dû être quelque chose pour toi quand même de comprendre que vous aviez entre guillemets pas été à la hauteur de l'animal. Ah mais complètement. Des années plus tard, quand je me forme au coaching, on a un moment, une classe d'un jour où on doit aller chercher un peu nos mentors, tu sais, nos figures aidantes. Et donc, j'ai rien préparé pour l'exercice, j'y vais vraiment à l'improviste. Et là, il y a vraiment ce chien qui ressort, mais qui me fait pleurer d'une force, j'arrivais pas à m'arrêter. Et ce chien, il est toujours là. J'ai pas de photo chez moi, j'ai une photo. C'est avec mon chien, une autre photo que celle-là, toujours en Haute-Savoie, dans l'herbe, où je le serre fort dans mes bras, quoi. Ce chien, il est toujours là. C'est celui que tu amènes aujourd'hui dans la photo du souvenir sensoriel de 7-8 ans en tous les cas. Est-ce que dans l'environnement de l'époque, donc tu as 7-8 ans, il y a donc clip avec toi, tu as d'autres sensations qui te sont restées de cette époque? Ah oui, l'odeur de l'herbe coupée, que j'aime pas. C'est fou parce que je suis de Haute-Savoie et les gens souvent aiment bien l'odeur de l'herbe coupée. Et alors moi, je crois que ça me rend immédiatement déprimée. Donc il doit y avoir quelque chose avec ça. En général, on dit qu'une odeur est associée à une bonne ou mauvaise. Tu vois, on dit que, je sais pas moi, t'aimes ou pas la lavande. Quand ta grand-mère te gardait, elle mettait de la lavande dans les draps. Ta grand-mère est gentille. T'aimes la lavande, elle n'était pas gentille, t'aimes pas la lavande. Ouais. Et l'herbe coupée, je sais pas. De rechercher il y a quelques temps, mais j'ai pas retrouvé. Donc, il y a d'autres odeurs que l'herbe coupée? Je ne sens pas d'autres odeurs à l'instant même. Moi, quand je retourne là-bas, j'ai l'impression que j'ai eu 1000 vies. Parce qu'aujourd'hui, je suis tellement citadine. Je me suis tellement habituée à Paris, qui est devenue ma ville depuis 20 ans. J'aurais jamais pensé. J'étais persuadée que je vivrais à l'étranger parce que j'ai toujours aimé ça, je voyageais beaucoup. Et aujourd'hui, finalement, je suis très bien à Paris. Et donc, quand je retourne là-bas, j'ai l'impression d'une autre vie. Comme si c'était, oui, des périodes différentes ou des parties différentes de moi. Et pourtant, c'est cette petite fille qui est là avec son chien. Donc, elle est tout le temps avec toi. Ah oui, je pense qu'aujourd'hui, j'ai bien recollé tous les morceaux de toutes les années et que je suis bien en paix avec toute cette période. Ouais. C'est peut-être pas une question d'être en paix, mais est-ce que tu sens, parce que là tu dis être en paix, ça veut dire qu'il y a des moments où tu sens qu'elle s'agite et comment elle se manifeste d'ailleurs dans ta vie? Ah, je pense que clairement, j'ai beaucoup réfléchi à toute cette période-là. À l'époque, j'avais pas conscience de tout ce dont j'ai conscience aujourd'hui, à savoir toutes les recherches qu'on fait un peu, soit au gré de thérapie ou de découvertes, de tests qu'on passe. Moi, je pense que déjà à l'époque, je sentais une petite différence à certains niveaux. Que j'ai ensuite validé plus tard, ce qui fait qu'aujourd'hui, je me vois avec la connaissance que j'ai de moi-même et que j'avais pas à l'époque. Et à l'époque, je pense que j'étais plutôt très joyeuse, mais qu'il y avait des moments où je sentais que j'avais peut-être fait un pas d'écart ou que je me disais tiens, j'ai l'impression que tout le monde ne fait pas ça ou tout le monde ne ressent pas les choses de la même façon.
Et comment tu t'en es rendu compte? Comment tu as pu... C'était quelque chose d'agréable ou désagréable à vivre, de sentir qu'on n'était peut-être pas forcément comme les autres et qu'on ressentait les choses pas forcément comme les autres, ou que tout d'un coup, les réactions qu'on avait, les autres pouvaient ne pas les comprendre? Te sentir un peu isolé dans son principe de réaction. Oui, bon, ça c'est l'histoire de ma vie, mais je pense que pendant longtemps j'ai fait comme si je voyais pas ce qui se passait, comme si je voyais pas l'écart, et du coup je masquais énormément de choses. Comme ça c'est plus simple pendant une certaine période. Donc une forme de déni. Oui, je dis c'est plus simple, mais c'est pas du tout ce que je pense. C'est-à-dire que je pense qu'au contraire c'est mieux de ne pas le masquer. Mais pour le démasquer, il faut aussi en avoir pris conscience, il faut aussi être prête ou prêt à accepter le regard des autres, et donc on ne peut pas non plus démasquer comme ça rapidement sans précaution. Donc je pense que quand on est petit c'est plus compliqué, et après on apprend du coup à faire attention à ça. Mais moi ça m'arrive encore aujourd'hui d'avoir des réactions ou des remarques où ça me semble évident, et puis je regarde autour de moi, même si je suis avec des amis, et je me rends compte qu'en fait je suis la seule à ressentir ça par rapport à cette situation, et donc je me dis bon, je me dis soit que je suis déçue parce que j'aimerais que d'autres personnes le ressentent, soit je me dis bon, on garde ton ressenti parce que pour l'instant c'est pas nécessaire, et puis ça te suffit à toi de l'avoir, ce ressenti. En quoi ça t'est utile aujourd'hui d'avoir cette capacité de ressenti particulière? Moi, je pense que ça donne beaucoup d'épaisseur à la vie. De toute façon, ça fait qui je suis aujourd'hui. Dans une forme d'intensité, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Pour accepter d'avoir l'intensité dans la joie, il faut accepter d'avoir l'intensité dans la tristesse et savoir que ça va passer, que c'est juste un moment. Je disais il n'y a pas longtemps à quelqu'un, de toute façon le soir n'écoutons pas ce qu'on se dit, parce que le soir on voit tout en noir, donc il vaut mieux aller se coucher puis reprendre ça le lendemain matin à tête reposée. Et voilà, on apprend on apprend à fonctionner avec son propre soi, et de se dire bon bah là je sais que ça m'affecte beaucoup ce qui vient de se passer, donc je vais être un peu down, mais bon je sais très bien que demain ça ira mieux, que je verrai les choses autrement. Donc pour moi ça donne de l'épaisseur de ressentir si fort. Quand tu dis donc je me suis rendu, j'avais pas la connaissance, donc j'avais tendance à pas forcément exprimer ce que je ressentais, ou voir qu'il y avait un décalage, mais du coup je le niais parce que j'avais envie d'être comme tout le monde, d'être accepté de tout le monde, et je me disais que c'était peut-être faux ce que je ressentais, ou des choses comme ça, on va dire l'enfance, l'adolescence. À quel moment il y a une espèce de validation que ce que je ressens c'est important et il faut que j'y fasse attention? Alors c'est justement le moment où j'ai poussé trop fort le fait de ne pas y faire attention et de ne pas prêter attention à mon corps. Et donc qu'est-ce que ça a déclenché? Un pied cassé, un calcul rénal, coup sur coup, en 2016. Même si j'avais déjà eu un calcul rénal avant, j'avais déjà eu des choses, mais là le fait que ce soit coup sur coup, je me suis dit que j'étais très fatiguée. Et j'ai commencé à me dire que certainement il fallait que je modifie quelque chose dans ma vie professionnelle. Bon, je pense que je savais aussi qu'il fallait que je modifie d'autres choses dans ma vie, notamment personnelle aussi, mais j'ai commencé par le pro. C'était vraiment le moment où je me suis dit, t'es vraiment pas à l'écoute de ton corps. Quand j'ai eu le pied cassé, on m'a proposé de faire du yoga en rééducation. Moi, j'étais complètement opposée à toutes ces choses somatiques avant. C'était oh là là, non, le yoga, ça va bien 2 secondes, c'est pas pour moi, je suis super active, moi ça va pas me convenir. Et en fait, quand j'allais faire ce yoga pour le pied, bon déjà ça me faisait un peu souffrir parce qu'il fallait le rééduquer, mais à la fin des séances, je m'endormais déjà, parce que je m'endors très facilement, je m'endormais et je pleurais. À chaque fin de séance de yoga. Et donc je me disais, bon, il y avait vraiment quelque chose à creuser là quand même. T'es vraiment au bout du scotch. C'est pas le pied. C'est pas le pied. Et donc c'est à partir de là que tout s'est enchaîné. Que je me suis dit qu'il fallait que je quitte mon job. Quand j'ai quitté mon job, que j'ai suivi un coaching, qu'on m'a parlé d'hypersensibilité. Que je me suis dit tiens, moi ça me plairait bien de me former au coaching, finalement c'est toujours ce qui m'a intéressée, d'écouter les gens, et déjà dans mes boulots successifs,
on venait plus me parler pour avoir un conseil en termes de positionnement dans l'équipe plutôt que sur le produit X ou Y. C'était pas du tout ma came. Donc c'est à partir de là que finalement j'ai tout modifié. Et puis après j'ai changé le perso aussi dans la foulée. Donc ça aussi j'ai modifié un déséquilibre. Après tout s'enchaîne en fait, hein. On devient plus connecté au corps, même si je vais être honnête, encore aujourd'hui, il faut que j'y pense. Il faut que j'y pense d'écouter mon corps, mais il me le rappelle suffisamment. Moi j'ai quelque chose qui s'appelle le SAMA, qui est un syndrome d'activation mastocytaire et qui du coup a des conséquences corporelles sur les articulations, les voies respiratoires, le système digestif. Et donc de toute façon j'ai des douleurs que je ne peux pas ignorer. C'est quelque chose de génétique ? Alors, ça peut être génétique quand c'est une mastocytose. Et donc j'ai fait les tests, c'est Necker qui fait ça à Paris, ça peut intéresser des personnes qui nous écoutent. Parce que moi j'ai eu une longue errance médicale et j'ai dû faire mes recherches toute seule. Et je remercie les groupes Facebook et notamment un groupe sur le syndrome d'activation mastocytaire où en fait les personnes postent énormément de choses et c'est comme ça qu'on glane des informations. Et donc j'ai fait les tests à Necker et je n'ai pas le gène, donc on fait une ponction en fait de la moelle osseuse, je n'ai pas le gène, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir le traitement génétique, mais en fait il y a beaucoup de personnes qui ont le syndrome sans avoir le gène, donc qui ont exactement les mêmes symptômes, mais on est quand même bourré d'antihistaminiques toute la journée, d'autres choses aussi, d'autres médicaments que des antihistaminiques, qui font que du coup parfois ça va et parfois il y a de l'inflammation. Et quand on est en période inflammatoire, on a mal partout. Les 2 jours précédents, j'avais un bandage à la main. Je l'ai retiré ce matin pour essayer de voir si je pouvais venir sans. Et voilà, il y a des choses comme ça en fonction des périodes qui font que le corps est plus ou moins inflammé. Donc il me rappelle tout seul qu'il existe. Donc je suis beaucoup plus obligée de l'écouter qu'avant. Et ces inflammations, enfant, t'en avais ? Tu étais particulièrement sujette aux otites, aux crises acides du corps ? Oui, tu as raison de mentionner les otites parce que ça revient souvent dans ce que les gens disent. Moi, ça n'a pas été mon cas. J'avais pas le côté ORL. En fait, ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont avoir beaucoup le côté respiratoire, d'autres beaucoup le côté digestif et d'autres beaucoup le côté articulaire ou articulation. Et donc moi j'avais pas les otites, en revanche j'ai toujours eu un terrain allergène, donc j'avais de l'asthme, j'avais du psoriasis, j'avais qu'est-ce que j'avais d'autre qui était lié à ça, je suis en train d'oublier alors que c'est une évidence au quotidien, mais j'ai un terrain allergique très fort, très développé. Depuis toute petite ? Alors l'asthme il est arrivé quand j'avais 14 ans. Ce qui était une énorme déception pour moi parce que j'étais très sportive et je faisais beaucoup de sport et donc d'avoir la respiration, le souffle court, ça m'a beaucoup gênée. Donc j'ai adapté mes sports à l'asthme, j'ai fait différemment, j'ai fait du sport différemment. Le psoriasis est arrivé, je pense j'avais 12 ans et le psoriasis une fois que tu l'as il ne te quitte pas, il revient, c'est un phénix, il revient à certaines périodes mais là aussi on peut le traiter. Et puis il y a tout le côté respiratoire, voilà, c'est ce à quoi je pensais tout à l'heure. Tu penses que c'est lié à la sensibilité ? Tu penses qu'il y a un lien entre cette hypersensibilité, disons le mot Oui. Tu as été diagnostiquée pour ça ? Alors, pour l'hypersensibilité, il n'y a pas de diagnostic. Il y a 2 choses déjà dans l'hypersensibilité, il y a 2 grandes familles. Il y a l'hyper-émotionnalité et l'hypersensorialité. Nous là, ce dont on parle toutes les deux depuis tout à l'heure, c'est plutôt l'hypersensorialité. Et Necker, en tout cas, ils font beaucoup de recherches là-dessus et on les remercie parce qu'on sait très bien que ce n'est pas des choses qui rapportent beaucoup d'argent. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de personnes en errance médicale. Mais il y a le professeur Hermine à Necker qui fait des recherches là-dessus. En tout cas, ce que je vois dans les groupes de discussion, c'est qu'il y a beaucoup de personnes neuroatypiques qui sont là.
Donc je lisais pas plus tard que ce matin une femme qui a en tout cas un trouble du spectre de l'autisme. Il y a beaucoup de personnes, on le voit, très sensorielles et peut-être aussi hyper émotionnelles, parce que dans l'hypersensibilité, il y a ces émotions très fortes aussi. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a un lien. Et en tout cas, dans les personnes que je rencontre qui ont eu la même chose, il y a une sensibilité très forte. On dit souvent, bah oui, c'est parce que du coup, elles se font du souci et donc on a dit pendant des années, tu t'inquiètes trop, donc tu as le syndrome de l'intestin irritable, sauf que ce truc, j'appelle ça ce truc volontairement le SII, c'est un grand fourre-tout, on met tout dedans et puis une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit en fait. Donc les personnes ont besoin de creuser après pour être soignées. On parlait d'intestin, est-ce que l'alimentation a une influence sur ton humeur ? Moi, c'est déterminant. Le problème en plus quand on a un SAMA, c'est qu'en fait souvent on est réactif en fait à des aliments, parce qu'il y a des aliments qui sont bourrés d'histamine. Quand on dit je prends un antihistaminique quand j'ai le rhume des foins, c'est l'autre allergie à laquelle je pensais, en fait c'est la même chose. Il y a des aliments qui ont beaucoup d'histamine. Ceux qui sont les plus connus, c'est le melon, les fraises, les tomates, c'est les pires aliments pour moi. Je n'en mangerai plus jamais. Je n'en ai pas mangé depuis des années parce que après tu peux être malade pendant 2 semaines en fait. Le temps que ton système digestif se remette de ça, parce qu'en fait ce qui se passe dans le SAMA, c'est que donc je disais c'est mastocytes, il y a des mastocytes qui sont dans nos os et c'est comme s'ils nous attaquaient eux-mêmes, hein. Donc c'est une maladie auto-immune, on s'attaque soi-même, c'est-à-dire on mange du melon, hop là il y a les mastocytes qui se déchaînent et donc ton corps est totalement inflammé. Donc pour moi c'est déterminant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est hyper gênant. Les gens souvent me disent tu vas beaucoup au restaurant, je dis bah oui parce qu'en fait heureusement aujourd'hui au restaurant maintenant on nous dit beaucoup ce qu'il y a dans nos assiettes et donc je sais ce qu'il y a comme aliment et je sais que ça va aller. Si je suis invitée chez des gens c'est très compliqué en fait parce que soit je dis rien et je prends le risque ou je laisse dans mon assiette ce que je ne peux pas manger, mais il peut arriver qu'on me présente une assiette dans laquelle je ne peux rien manger. Donc mes amis proches le savent et ils ont la gentillesse de me demander. Mais sinon, c'est vrai que je suis toujours très gênée avec ça. Alors j'apprends à ne plus être gênée et à expliquer. Mais on est toujours un peu embêté de dire qu'on n'est pas comme tout le monde. Moi, quand je vois des gens qui mangent ce qu'ils veulent, qui mangent vraiment sans aucun problème et sans se poser aucune question, je les envie. C'est sûr que socialement, à partir du moment où tu as, entre guillemets, quelqu'un qui a fait la nourriture pour tout le monde et que toi t'arrives, ça casse l'ambiance. Exactement. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand même, il y a beaucoup plus de sensibilisation aux effets de l'alimentation sur le corps. Tout ce qu'on a entendu sur justement les rapports acido-basiques et les produits qui inflamment le corps, et sans parler des pesticides et des antibiotiques dans la viande ou je ne sais quoi, dont le corps a du mal à se débarrasser et que du coup on stocke et ça nous fait des toxines qu'on n'arrive pas à éliminer. Exactement. Donc effectivement, je pense qu'il y a une sensibilité autour de ce sujet beaucoup plus maintenant. Complètement. Moi, je me dis qu'on a vraiment de la chance de vivre à notre époque et j'ai l'impression que ça va aller de mieux en mieux parce que, comme pour tout, en fait, on accepte un peu plus que les gens puissent manger différemment, on accepte un peu plus que les gens puissent être différents. Oui, et puis que c'est pas c'est pas une lubie. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'études maintenant qui sont sorties qu'on n'a pas le microbiote de notre intestin, on a le microbiote de nos ancêtres. Et comme nos ancêtres étaient beaucoup, en tout cas dans les campagnes françaises, patates, fromage, et qu'il n'y a pas pire comme patates, pain, fromage, vin rouge, qu'il n'y a pas plus acidifiant pour le corps, même si c'est super bon, c'est notre mémoire gustative, on va dire, qui annonce ça. Mais en fait, on a le microbiote hérité de nos générations avant. Complètement. De toute façon, on a le microbiote de la maman. Hein. Donc, en fonction aussi de ce qui s'est passé à l'accouchement, on est déjà conditionné. Est-ce qu'elle nous a allaités ou pas Est-ce qu'il y a eu le passage dans l'utérus ou pas? Parce qu'en général, c'est là que le microbiote se fait. Exactement. Donc ça, on sait que ça joue beaucoup. Après, il y a aussi, comme tu disais, la prise d'antibiotiques. La génération précédente, en tout cas moi, ma mère, c'était t'es malade, tu prends un antibiotique quoi.
Et encore aujourd'hui, si elle m'écoute, à chaque fois que j'ai un mini truc, mais t'as pris un antibiotique? Alors je suis obligée de réexpliquer que c'est pas automatique comme dit la pub, mais on nous a mis sous antibiotiques hyper facilement pendant des années. Alors je suis pas anti-antibio, pas du tout. Oui, mais pour la flore intestinale, c'est pas génial. Même si tu prends des probiotiques, ça met du temps à se refaire. Le lien entre alimentation, émotion, humeur et intestin, qu'on ne dit plus est notre deuxième cerveau, et que quand l'intestin est light, tu as les idées plus claires. Exactement, et moi je dis même que l'intestin, il est le premier cerveau, c'est évident, ça part de là. Quand tu es pas bien, quand tu as mal au ventre, quand tu es indisposé, ça te prend la tête, au sens propre. C'est clair. Donc, tu n'es pas bien dans ta tête, ça va pas. Quand tu es bien dans ton corps, tout va bien, tu es mobile, c'est fluide, tu es joyeuse, quoi. Comment tu as réapprivoisé ton corps ? Aujourd'hui, je suis en cours. Déjà, j'essaye de fixer un peu le traitement. On fait des petits tests. Pas plus tard que cet été, j'ai testé un des médicaments que Neckar m'a proposé. J'ai tellement mal réagi. J'ai été malade pendant 1 semaine. C'est fou de voir à quel point on peut réagir aux médicaments. Et le professeur Hermine me l'avait dit. Il m'avait dit, c'est assez dingue parce que du coup, on va vous proposer un médicament qui est censé vous aider, mais peut-être que vous allez très mal réagir à ce médicament et qu'en fait, vous ne pourrez pas le prendre. Et donc, ils en viennent même à ne plus mettre les médicaments en fait dans des gélules. Donc, c'est des préparations magistrales qui sont faites dans une seule pharmacie dans Paris, où en fait, du coup, on essaye de prendre le médicament pur. Et moi, je sais que celui-là, par exemple, je ne pourrais pas le prendre. Il m'a vraiment déstabilisée. Donc, déjà, j'essaye de solidifier un peu le côté traitement. Ensuite, au niveau alimentaire, en fait, au fur et à mesure, tu détectes ce que tu peux vraiment pas manger. Malheureusement, tu l'apprends à tes dépens, mais bon, t'en mangeras plus jamais, donc après, tu le sais. Le problème, c'est que tu élimines au fur et à mesure. Et c'est ce que je vois aussi dans les espaces d'échange, c'est que les gens, au bout d'un moment, disent « mais je sais plus quoi manger, en fait ». Donc, c'est difficile, parce qu'on réintègre, puis après, on réintègre, et en fait, on a mal réintégré, c'était trop tôt. Donc, on est de nouveau malade. Donc, au fur et à mesure, j'apprends. Et moi, ce que je garde toujours, c'est le côté plaisir. C'est-à-dire que j'ai trouvé des petites astuces pour faire en sorte que j'ai toujours dans ce que je prends un petit côté plaisir. Et donc en fait, le cerveau, il est joyeux. Et du moment qu'il y a quelque chose qui apporte du plaisir dans ce que tu manges, même si tu as dû retirer plein de choses, tout va bien. Et donc chacun trouve ses petites astuces, parce qu'en plus ce qui est assez pénible dans le SAMA, c'est que certaines personnes vont par exemple énormément réagir aux épinards et d'autres pas du tout. Donc ça ne peut pas en plus être une règle. Alors il y a des applications maintenant qui existent, on peut chercher les aliments, il y a vraiment des choses qui se créent. Mais c'est à chacun de voir ce qui est ok ou pas ok. Et donc on s'ajuste, mais toujours conserver cette part de plaisir pour que le corps justement se sente bien. Ouais, puis l'alimentation, c'est buccal, c'est très sensoriel, ça nourrit aussi émotionnellement. Exactement. L'alimentation, c'est une façon de se remplir. Complètement. Le cœur et l'esprit. Complètement. C'est sûr. Tu cuisines ? Je cuisine pas du tout. C'est une autre de mes spécificités. Je n'ai jamais cuisiné et je l'ai su très jeune. Je me souviens de ma mère cuisinant beaucoup et je lui parle dans la cuisine et je lui dis, tu sais, moi je pense que je cuisinerai pas. Et elle m'avait dit, tu verras, ça changera plus tard. Je sais pas pourquoi. Ça n'a pas du tout changé. Je pense que je savais déjà que j'avais des spécificités avec la nourriture. L'intuition. Ouais. Et que du coup, c'est vrai que logiquement, du coup, les gens disent, non, justement, tu devrais cuisiner puisque tu sais ce qui est ok. Et en fait, pour moi, cuisiner, c'est une charge mentale. Cuisine pas pour toi non plus. Pour moi, je vais être très honnête, c'est comme ça que je le vis, c'est une perte de temps. C'est-à-dire que souvent, déjà, je peux oublier de manger. Si je suis en train de faire un truc qui me passionne, je vais oublier. Et puis du coup, si j'ai faim tout de suite. Donc il faut que ce soit là dans l'immédiat. Tu as autre chose à faire dans la vie que de cuisiner. Exactement. Tu es passionnée par d'autres choses. Exactement. Non, mais c'est intéressant de regarder comment tu priorises par rapport à comment tu es, à tes particularités, comment tu organises, et tu te donnes des permissions aussi d'organiser les choses comme ça, puisque de toute façon tu te donnes des permissions sur comment je mange, comment je vis, comment je travaille. Exactement. C'est toi qui donnes le ton. Exactement. Et aujourd'hui, je me réserve toujours un créneau pour regarder les réseaux sociaux. Et ça, en fait, quand j'y pense, ça me rend ma boule. Parce que moi, mon rêve, ce serait qu'il n'y ait plus de réseaux sociaux, qu'on ne soit pas obligé de passer du temps là-dessus, en fait. Mais quand on est à notre compte, c'est quand même important.
c'est aussi comme ça qu'on se renseigne, c'est aussi comme ça qu'on échange et on communique. Parce que sinon, personne ne nous connaît. Donc, il faut se rendre visible comme ça, on le sait, c'est comme ça que ça marche. Et donc, il faut passer du temps dessus. Tu dis que ton changement professionnel est arrivé suite à un accident de cheville et des calculs rénaux. Comment ça s'est passé le déclic parce que si tout le monde qui se casse la cheville et a des calculs rénaux change de travail, je ne suis pas sûre que ça arrive au cerveau de tout le monde et qu'est-ce que tout le monde ne l'interprète pas de la même façon. Comment s'est opérée toi ta transition, on va dire par rapport à ce ressenti, de dire oh là là, mon corps, comme tu disais, mon corps me dit quelque chose, ok, comment ça, il parle ce corps, qu'est-ce qu'il dit et pourquoi tu suis ce qu'il te dit? Parce qu'on sait très bien que c'est pas parce que le corps flanche que les gens vont se dire qu'il faut changer de vie, ou professionnelle ou amoureuse. Oui, je pense que pour moi, ça a quand même été un long processus. Là, je le décris comme si ça avait été clic-clac, mais j'ai pris 1 an derrière pour quitter la société dans laquelle je travaillais. En fait, le calcul rénal, il est arrivé un lundi après un accrochage le vendredi avec quelqu'un dans l'entreprise. Et donc pour moi, il y avait vraiment un lien de cause à effet, alors qu'on sait très bien que le calcul rénal, il met des plombes à se former. Donc il n'y a pas forcément de lien de cause à effet. En revanche, je pense que l'émotion que j'ai ressentie dans cet accrochage au travail a fait que ça a accéléré, je pense, le processus. On dit souvent qu'une émotion non exprimée revient en plus laid. Ben, c'est vrai, c'est comme quand on dit c'est enquisté, tu vois, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qu'on n'a pas pu sortir. C'est pas qu'on est bête ou qu'on aurait dû écouter avant, c'est que c'était pas le timing et que c'était comme ça. C'est pas qu'on n'est pas intelligent ou quoi, c'est qu'il faut une maturité aussi pour que les choses... moi, je dis que rien de ce qui ne se passe n'est inutile. Et en tous les cas, la façon dont ça s'est passé, pour toi à ce moment-là, c'était mûr, on va dire. Oui, c'est ce que tu dis, il faut en faire quelque chose de toute façon. Ce que tu disais, en effet, si quelque chose n'est pas exprimé, il ressort de façon plus laide. Il me semble que je l'ai inscrit dans le dernier livre que j'ai écrit. Et je traite de ce sujet-là. C'est en effet la capacité qu'on peut développer à exprimer ce qu'on ressent, à mettre des mots dessus. On parlait d'absence de langage chez les animaux. À mettre des mots dessus pour que cette émotion, elle sorte de notre corps, qu'on ne la garde pas en nous, pour qu'elle vienne un peu nous abîmer si on la garde en nous, en fait. C'est ça qui se passe dans le processus. Et je pense qu'en effet, la capacité à dire ce qu'on ressent, il faut qu'on puisse la développer si on ne l'a pas naturellement, parce que sinon, elle nous emmène très loin dans les souffrances physiques. C'est comme on dit, on met les choses sous le tapis, mais bon, à un moment, quand tu mets la poussière sous le tapis, tu vois bien que le tapis ne va plus rester plat. Il y a aussi la métaphore de la cocotte minute, tu fais bouillir l'eau, ça déborde, et puis quand ça déborde, ça en fout partout, et là, ça prend plus de temps à réparer que si tu avais baissé le feu sous l'eau. Donc, si on arrive à dire les choses au fur et à mesure, et pas attendre, au fur et à mesure, ça ne veut pas forcément dire sur l'instant, mais ça veut dire assez rapidement par rapport à ce qui s'est passé, c'est-à-dire pas 3 semaines plus tard, c'est vraiment 2 jours plus tard, 3 jours plus tard, une fois qu'on est prêt, que peut-être l'émotion trop forte comme de la colère, elle est retombée, de pouvoir dire à son interlocuteur avec qui ça s'est passé, écoute, j'ai besoin de revenir sur cet échange qu'on a eu tous les deux parce que vraiment j'ai ressenti nanana, et puis là on explique et on parle en fait, tout simplement on parle, et ça c'est pas si évident que ça en fait, alors que moi ça me semblait assez évident que c'était un bienfait de parler de ses ressentis, et en fait ce que disent souvent les gens c'est ouais mais c'est pas évident de le faire. Tu prends des risques? Tu prends des risques, déjà tu as peur souvent de mal dire les choses. Et de la réaction de l'autre. Tu as peur du conflit. Tu veux préserver la croyance de fond, c'est je vais altérer la relation. Exactement. Tu as peur du conflit. Souvent, tu dois rencontrer ça aussi puisque tu fais passer les mêmes tests que moi de DQI, d'intelligence émotionnelle. La personne qui a une expression émotionnelle basse, souvent ce qu'elle nous dit quand on l'interroge, c'est « Ah, j'ai peur du conflit ». Mais tu as raison, finalement quand on le fait, c'est pour le bien de la relation parce qu'on va faire preuve d'authenticité, on va être transparente quand on le fait. Et puis,
Ça veut dire aussi qu'on fait suffisamment confiance à l'autre pour qu'il entende à minima ce que nous on ressent. Ça ne veut pas dire qu'il doit être d'accord, ça ne veut pas dire qu'il doit forcément le comprendre, mais en tout cas, il peut l'entendre. Il peut être surpris par notre ressenti, mais il existe notre ressenti, il est là. Et donc la personne en face, à minima, elle entend qu'on ressent ça dans telle ou telle situation. Et donc peut-être, s'il est bienveillant et qu'il a envie que la relation perdure, qu'elle soit amoureuse, amicale, professionnelle, il évitera de recréer ces conditions qui nous mettent mal à l'aise. Après, on peut bien évidemment tomber sur des personnes qui vont nous dire c'est ton problème en fait, si tu ressens ça, moi je m'en fiche. Oui, ça peut arriver. Oui, mais après du coup la relation a cette couleur-là. Exactement, on le sait. Voilà, on le sait. On le sait, ils s'en fichent. Je pense que l'important, c'est pas que toute relation doit être authentique, sincère, profonde. Il y a des gens qui sont disponibles à ce genre d'échange et d'autres moins. On n'est pas tout... Et donc c'est le respect de la différence pour moi. Et donc d'exprimer, de nourrir une relation et de regarder de la manière dont on a besoin de nourrir une relation, ça nous permet de respecter les différences et de faire des choix aussi d'univers qui vont être plus équilibrants. Oui, et c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que dans le modèle là, dont on parlait de Barron, de l'EQI, qui veut dire Emotional Quotient Inventory, donc un inventaire de quotient émotionnel, il y a un lien entre l'expression émotionnelle et l'empathie. Donc il y a une réciprocité qui se met en place. Plus je suis à l'écoute de mes ressentis, plus je m'habitue à ça, plus je suis capable d'être à l'écoute des ressentis des autres. Et donc, en effet, plus je vais être ouvert ou ouverte à cette différence. Exactement. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de très humain. D'ailleurs, humain, humour, humanité, humus, c'est notre terre intérieure. C'est la même racine, en fait. Hein. Humilité, humain, humour, c'est la même racine. Et donc, moi, j'aime bien cette idée que pour créer de l'humanité, il y a l'humilité de regarder ses limites et de pouvoir donner le code de la route de son fonctionnement. Exactement. Cette humilité, elle est indispensable. J'en parle un peu dans le livre en disant, dans les entreprises aussi, parfois, finalement, on se rend compte que malheureusement, plus on monte dans les échelons, moins il y a cette humilité. Et donc, du coup, on peut se retrouver avec quelqu'un à la tête de l'entreprise qui ne va plus demander la contradiction, ne va plus chercher la contradiction. Et donc, c'est un peu ce qu'on dit quand le pouvoir isole, en fait. Chacun est dans son truc, et puis il ne voit pas que finalement, il ne prend peut-être pas la bonne route pour ses employés. Et donc, il ne donne pas la possibilité aux autres de lui dire qu'on pourrait faire autrement. Et donc, dans ce cas-là, ça mène souvent à l'échec. Au niveau politique aussi, c'est souvent ce qu'on voit. C'est quand quelqu'un accède au pouvoir, les gens n'osent plus lui dire là, tu déconnes. Alors qu'en fait, c'est très utile qu'on puisse nous faire des retours. Tu parlais de feedback tout à l'heure, pour qu'on puisse savoir un peu si on va dans la bonne direction. Et puis, j'aime bien l'idée que tu mentionnes de la racine étymologique avec humour, parce que l'humour, c'est aussi une façon de partager ses ressentis. Quand on ne sait pas trop comment faire ou qu'on a peur de mal faire, l'humour, si on le manie bien, parce que ça peut être casse-gueule, mais si on le manie bien, c'est super efficace. Parce qu'en fait, on arrive à dire la chose, on le dit de façon quand même sympathique et en plus on fait rire l'interlocuteur qui va s'en souvenir et qui va reconnaître l'effort aussi et c'est vraiment vertueux en fait l'humour. Et je parle des humoristes dans le livre parce que c'est eux aussi qui nous permettent parfois d'être un peu nos agents en fait. C'est eux qui vont dire les choses que nous on n'ose pas dire dans la vie du quotidien. Et donc dans certains sketchs ils vont parler de ce qu'on adorait dire à son patron, ce qu'on adorait dire à son conjoint et en fait ils nous autorisent cela. Ils nous donnent des autorisations, donc je trouve que leur rôle est crucial. Complètement. L'humour c'est la vie. Comme les émotions, c'est la vie. Et c'est vrai qu'on le voit. Enfin, moi, j'écoutais Radioscopie, Jacques Chancel de Coluche en 75, où il était tout jeune. Je sais pas si c'est 75, les dates, mais... Et cette façon c'était un grand sensible, hein, c'était tu vois, de pouvoir
même timide. Beaucoup d'humoristes sont timides, sensibles, et ont trouvé cette voie-là de communication. Exactement. Donc c'est un trésor, c'est un secret même. Tu vois, le stand-up d'ailleurs, c'est devenu quelque chose d'assez beaucoup plus vulgarisé qu'avant. Exactement. Et je pense que c'est un super outil. Oui. Comment c'est venu cette histoire d'écriture? Alors c'est venu avec les circonstances que tout le monde connaît, à savoir le Covid. Mais non. Oui. Un accélérateur de faisabilité. Exactement. En fait, un accélérateur de créativité. J'ai choisi d'écrire parce que j'ai toujours aimé ça et que j'avais depuis longtemps envie d'écrire. Donc j'ai contacté Psychologie, le magazine, en leur proposant des sujets. Et puis au début, ils n'étaient pas intéressés par les sujets que je proposais. Et la journaliste, voit dans ma signature que je travaille sur l'hypersensibilité. Elle me dit « Ah mais en revanche, ça m'intéresse !» Donc c'est drôle, à l'époque, j'avais peut-être pas osé aller sur ce terrain-là. Et donc je lui ai proposé un sujet à l'époque qui était comment les hypersensibles peuvent se préparer au déconfinement. Parce qu'en fait, beaucoup d'hypersensibles avaient été, disons-le, ravis de cette période de confinement. C'est clair. Notamment pour le côté sensoriel, parce que la ville était... Enfin, je dis la ville, mais parce que j'étais à Paris à l'époque. C'était tellement calme, c'était tellement agréable. Donc j'ai sorti cet article dans Psychologie et en fait le lendemain il y a Fabienne Broucaret qui était la directrice de publication pour la collection My Happy Job parce qu'à l'époque elle avait le webzine du même nom et elle travaillait pour Vuber. Et donc elle m'a contactée, elle m'a proposé d'écrire sur l'hypersensibilité au travail et c'était pile dans mes cordes, donc je me suis dit que c'était vraiment une chance inouïe. Donc elle m'a dit mais tu peux prendre le temps de me répondre. J'ai dit non c'est bon, j'y vais. Et donc j'ai écrit le premier livre sur l'hypersensibilité au travail chez Vuber et après il y a Le Duc qui appartient au même groupe qui m'a proposé d'écrire le second livre et qui là est sur les femmes hypersensibles et à haut potentiel intellectuel qui est sorti en septembre 2022 si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Et donc là j'ai le troisième livre qui sort aussi chez Le Duc, donc là en septembre 2024, donc 2 ans plus tard, et qui s'appelle « Je ressens, donc je dis ». Pour oser exprimer ses ressentis, alors avec tact et transparence si possible. Parce que souvent on parle de tact, mais moi j'ai besoin qu'il y ait cette transparence. Parce que sinon on finit un peu par se cadrer dans une forme peut-être parfois de CNV, on en parlait toutes les deux, de communication non violente mal digérée je dirais. Et donc on devient un peu, tu sais, schématique et finalement on ne dit pas vraiment les choses. Alors qu'en fait, moi ce qui m'intéresse c'est comment on peut dire les choses. Et comment on peut peut-être être parfois un petit peu plus courageux, au sens large, je dirais, au niveau de la société, sur ce qu'on ose dire ou pas. Parce que parfois, on se met beaucoup de tabous aussi. Et cette histoire de ressenti, comment tu la définis? Parce que on n'a pas tous la même capacité, la même épidermie, la même éveil du toucher, même, tu vois. Enfin, en tout cas, nos sens sont aiguisés par rapport à tout un tas d'adaptations à un environnement. On le voit bien, si on travaille en sous-sol sans lumière du jour, ça nous perturbe plein de choses. Si on a, je sais pas moi, si on a une aisance avec son corps, qu'on fait de la gym depuis tout petit, peut-être qu'on a peut-être plus de dextérité, je sais pas, je suis pas spécialiste en la matière. Mais du coup, cette capacité déjà, avant même de pouvoir restituer, à imprimer, comment ça, tu le cartographies, toi, ça? Tu as raison dans tous les exemples que tu donnes. Je pense que ça devient un entraînement. Soit on est très connecté à son corps. Quand tu parlais de gym, je pensais notamment à des danseuses aussi qui étaient dans la formation de coaching à l'époque. On voit bien, c'est des personnes qui ont une sorte de fluidité dans leur mouvement corporel. Et souvent, elles sont très connectées au corps. Et donc, elles ressentent très facilement, très fortement, elles savent. Le corps sait, on dit souvent, lui il ment pas, le ventre il va nous dire les choses. Et en fait souvent on l'écoute pas le ventre. J'ai mal au ventre, je prends un Doliprane, mais pourquoi j'ai mal au ventre en fait?
Qu'est-ce qui fait que là j'ai mal au ventre? Est-ce que j'ai mangé un truc qui va pas? Ou est-ce que c'est parce que la discussion que je viens d'avoir avec Bidule dans les couloirs, ça me contrarie? Est-ce que c'est parce qu'il fait un temps horrible? Est-ce que c'est parce que j'ai mis un sweatshirt qui me gratte? Là, c'est pas la bonne matière. On peut s'entraîner en fait à être à l'écoute de ça. Souvent, j'imagine que tu fais la même chose avec tes clients, quand on fait passer les EQI, c'est de se dire là je sors d'une réunion, puis j'enchaîne directement sur un call. Ok, mais la réunion elle s'est pas hyper bien passée. Est-ce que je peux me prendre un moment, alors peut-être pas là parce que j'ai un call tout de suite, mais après le call, de me dire bon, je sens que ça m'a un peu gonflé là cette discussion dans la réunion, qu'est-ce qui m'a gonflé en fait? Et on décortique. C'était quoi le déclencheur? Qu'est-ce que c'est venu déclencher chez moi? Sur quoi ça a appuyé comme bouton un peu sensible? Pourquoi ça m'a énervé? Est-ce que c'est parce que la personne a essayé de me dominer un petit peu? Est-ce que c'est parce que elle m'a méprisée? Est-ce que c'est parce que elle pointe mon manque de légitimité, mais en fait je suis très légitime, c'est moi qui me dis que je ne suis pas légitime? Qu'est-ce qui se passe qui fait que je ressors avec cette émotion? Et qu'est-ce que j'en fais de cette émotion? Est-ce que du coup, la prochaine fois où je suis en réunion avec cette personne, je décide de ne pas me laisser faire? Est-ce que je décide d'aller voir cette personne? Justement, pour faire ce qu'on disait avant, j'ai besoin de revenir sur cette discussion. Tu sais, dans la réunion, je ne me suis pas sentie très à l'aise quand tu as abordé ce sujet, blablabla. Et là, j'essaye d'améliorer les choses avec lui ou avec elle. Est-ce que du coup, je me dis, il faut que j'arrête de m'énerver sur ce sujet-là? Ce n'est que moi vis-à-vis de moi-même, en fait. Il faut que je règle ce sujet. Voilà, il y a des tonnes de choses qu'on peut faire, mais avant tout, ça passe par le corps. Parce que l'émotion, si on ne l'a pas écoutée tout de suite, de toute façon, elle va être dans un ressenti physique. Et ce ressenti, on est obligé de l'écouter. Après, il y a le monde du travail. Moi, j'entends tout de suite, là, les gens, peut-être certaines personnes qui nous écoutent, se dire oui, mais bon, ce qu'on entend souvent dans le travail, moi, je ne suis pas là pour parler de moi. Hein. Alors, j'explique tout de suite que parler de ses ressentis, ça ne veut pas dire parler de sa vie privée. Ça ne veut pas dire moi, ma vie, mon œuvre. Hein. C'est juste dire cette situation, c'est OK ou c'est pas OK, en fait. Et au boulot, c'est vraiment l'endroit où il faut apprendre à mettre ses limites. On le sait. Donc, parler de ses ressentis, c'est pas du tout parler de sa vie privée. C'est dire, quand tu as haussé le ton en réunion, ça m'a posé problème parce que non. Travailler la relation, c'est peut-être juste que tu n'as pas les bons interlocuteurs. Moi, je dis souvent, celui qui te dit non te permet d'aller vers ceux qui te disent oui. Donc aussi, écouter quelque chose qui est mal vécu, t'invite à te réorienter, te repositionner. Donc ça demande quand même de se poser un peu de questions de quelle valeur j'ai envie de nourrir. On sait très bien que nourrir ses valeurs, c'est l'équilibre. Hein. Donc on n'a pas tous les mêmes façons de les définir et de les nourrir. Donc c'est important, je pense, du coup aussi d'écouter ce ressenti pour équilibrer ou pour se réorienter. Parce que c'est très reposant en fait d'être soit dans un environnement pro, soit perso, où on n'a pas besoin de faire des efforts en permanence d'explication de texte de qui on est, parce que soit l'environnement pro nous permet d'être comme ceci ou comme cela, et où la personne avec qui on est nous le permet aussi. Et donc c'est reposant. Et c'est un peu, j'en parle dans le livre, c'est un peu les safe places en fait. Non, c'est vrai que c'est important d'écouter ce qu'on ressent comme un message, d'arriver à le restituer. Et après, c'est de tenir compte des limites. Et puis le monde évolue beaucoup aussi. Hein. Il y a une accélération quand même de plein de choses, ne serait-ce qu'avec les nouvelles technologies. Et moi, je vois plein de gens aussi j'accompagne pas mal de gens qui sont en transition professionnelle parce que l'IA remplace leur job en fait. Toi, t'es designer aujourd'hui, t'es doubleur, t'es même des publicitaires. Aujourd'hui, tu vas faire un prompt et tu vas avoir le film à la fin de la journée. Oui, donc ça nous oblige en fait à nous repenser, c'est ça, à nous réinventer. Avec plus ou moins de difficultés selon l'entraînement qu'on avait à la résilience avant. Oui, et à l'acceptation du changement. Quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Qu'est-ce qu'on fait de ce truc ? Quand l'IA, en effet, a fait un peu plus de bruit là, les derniers mois, on a vu, il y avait des gens qui étaient des rétro-satanas et d'autres qui disaient « Génial, qu'est-ce que j'en fais de ce truc ?»
Alors, certainement que la vérité se situe au milieu, mais en tout cas, c'est intéressant de pouvoir utiliser des outils avant qu'ils nous dépassent et avant qu'ils nous écrasent, et de voir ce qu'on peut en faire de positif et comment on peut se faciliter la vie aussi. Hein, parce qu'au quotidien, l'IA, elle peut nous faciliter la vie sur certains sujets. Et du coup aussi, comme toi tu le fais, c'est-à-dire, comme moi avec mon Sensoscopie, c'est comment, avec la montée en puissance des technologies, revenir à notre propre technologie, à nous, organique. C'est-à-dire s'intéresser aussi à la machine humaine. Et déjà, si tu manges bien, tu dors bien, en général, ta vie va bien. Oui, j'entendais quelqu'un il y a quelques jours qui disait en fait, quand on va mal, on devrait faire tout ce qu'on ne veut pas faire, à savoir dormir correctement, manger correctement, faire du sport. Et ça, si on le fait, en fait, ça nous permet de rester en vie et du coup de repartir après sur une autre dynamique. C'est sûr, c'est un peu il y avait un documentaire sur le bien-être là sur Arte, c'est le business du bien-être. Où il y a quand même une critique assez acerbe de tout le développement personnel, de tout le bien-être, le New Age, et puis les coachs. C'est Christophe André qui faisait une voix off un peu tout le long, hein. On revenait à lui un peu tout le temps, qui est un peu la voix de la sagesse, et qui disait nous, on est une société, on a eu le temps de penser. C'est-à-dire qu'on n'était pas au four et au moulin en train d'aller se défendre parce qu'on était envahi ou en train d'aller tous les jours chercher l'eau au puits ou se demander comment on allait fabriquer, est-ce que les poules allaient bien pondre cette nuit pour avoir des œufs. Les besoins primaires étaient assurés. Voilà, les besoins fondamentaux étaient assurés, donc on a eu le temps, du temps, une société d'avoir des loisirs, de penser, de réfléchir et du coup le temps de réinventer la façon dont on aime, dont on travaille et dont on vit. Et on voit bien aujourd'hui les nouvelles générations, et même nous, comme on a commencé à remettre en question la famille, le travail, les relations, la notion d'amitié, toutes les notions en fait. Et c'est vrai que je trouvais intéressant parce que l'IA arrivant là-dessus, elle vient quelque part nous obliger à faire un peu un check-up de bon, ça tu gardes, ça tu laisses, ça tu gardes, ça tu laisses, et c'est quoi qui est important. Et donc on revient aux besoins fondamentaux. Oui. Et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, l'IA ne peut pas, je dirais, ressentir quelque chose et donc ne peut pas jouer ce rôle que nous on joue encore, d'être en interaction avec une personne. Alors s'il y a des coachs virtuels, il y a des psys virtuels, mais en tout cas cette relation qui se crée entre deux êtres, et on sait que la relation joue beaucoup dans le travail de la personne, que ce soit un patient, un client, et bien ça pour l'instant l'IA ne peut pas le faire. Et j'en parle dans le livre, j'ai posé la question, je lui ai dit qu'en est-il de l'expression des ressentis, et ChatGPT dit bien qu'en effet à date il ne peut pas se substituer à l'humain. Donc pour l'instant on est encore là sur quelque chose d'essentiel. Essentiel. Voilà. Et effectivement je pense qu'il y a du coup une espèce d'intérêt pour se sentir exister, parce que se sentir, se ressentir, et comme tu disais, moi je ressens plus, mais ça me donne des grandes joies, mais il faut accepter des grandes souffrances. C'est vrai que cette intensité vibratoire, organique, physiologique, elle fait le plaisir de l'existence, et que à force d'être coupé de cette sensorialité ou de s'éloigner par peur de ressentir, on se coupe du plaisir de l'existence, et ça fait quand même beaucoup aussi d'un pays premier consommateur d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Donc il y a quand même des questions à se poser sur ce parallèle entre une société qui est moins en instinct de survie et qui est en mal de vivre. Donc je pense qu'il y a un juste équilibre. On va peut-être pas y retourner à chasser le mammouth, mais il y a quelque chose de nourrir la vie. Ton actualité, aujourd'hui, tu veux en parler ? Oui, avec plaisir, j'en ai parlé un petit peu déjà. Donc c'est ce livre qui sort le 18 septembre, donc 2024, parce qu'on ne sait pas en quelle année les gens vont écouter le podcast. Peut-être que dans 2 ans, quelqu'un sera en train de l'écouter. Je ressens, donc je lis.
Je suis ravie parce que j'ai mis pas mal d'énergie dans ce livre, puis ça prend toujours du temps d'écrire. Et voilà, j'ai hâte de savoir comment les personnes vont le recevoir. C'est le cas de le dire, recevoir, ressentir, et tu préférais, je pense donc je ressens donc je dis, je pensais à je pense donc je suis, je ressens donc je dis plutôt que je ressens donc je suis. Ah oui, je suis vraiment allée sur cette notion d'expression émotionnelle. C'était vraiment le but pour moi, c'était que les personnes puissent se dire, j'espère en lisant le livre, que même si elles trouvent ça compliqué, même si elles n'en ont pas l'habitude, qu'elles puissent se dire en fait c'est un bienfait pour les relations, de quelque nature qu'elles soient. Ça permet au niveau global aussi de la société de faire avancer les choses. Et puis c'est ce qui dépend de moi en plus. J'ai pas besoin d'attendre qu'il fasse beau, que machin arrête, que j'ai trouvé un boulot, que j'ai changé de boulot, que j'ai trouvé un mari, que j'ai changé de mari ou que je sois jeune, vieux. C'est un truc que je peux faire tout le temps en fait. Oui, c'est vraiment la question de la responsabilité. Même les enfants. Exactement. Et en plus pour les enfants, comme tu dis, ça va être crucial pour la suite. J'en parle dans le livre du fait que parfois aussi quand on a grandi dans des familles où on dit les choses, c'est compliqué. Et donc c'est intéressant de ne pas reproduire. La culture du secret de famille, ça me parle beaucoup. Qu'est-ce qui te donne toi de l'élan, de la joie au quotidien dans cette sensibilité que tu as? Comment tu équilibres ça et qu'est-ce qui nourrit? Moi, j'adore l'idée de me dire qu'on peut toujours s'améliorer. On peut toujours avancer, régler des petites choses encore de nouveau et du coup se sentir encore mieux. Donc moi, mon challenge en ce moment, c'est d'arriver à revisiter mon sens de la réalité. Ça va te parler aussi, ça fait partie du corpus de l'intelligence émotionnelle. Voilà, tu sais, de voir les choses sous d'autres angles, d'injecter un peu plus d'optimisme parfois dans la façon de voir les choses. Et donc j'aime bien l'idée de se dire on peut toujours en fait progresser. Moi j'aime l'idée du changement, tu l'auras compris. Formidable. Merci beaucoup Fanny. Merci Emmanuel, merci pour cette discussion, cet échange. Merci à toi. Pour aller plus loin sur les sujets que nous avons abordés, commandez les livres de Fanny Marais chez votre libraire préféré ou contactez sur son site marais-solutioncoaching.com ou sur les réseaux.